Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos favoris. Il paraît qu'il a neigé à Paris et même j'ai l'impression un petit peu partout en France. Écoutez, ici au Portugal il fait toujours beau et j'en viens presque à vous jalouser un petit peu. J'avoue qu'une belle journée de neige quand même quand on est fin novembre, bon c'est joli une journée, mais après je suis d'accord que faut pas que ça reste trop longtemps non plus, quoi. Les coupures d'électricité, glisser sur le trottoir, la neige qui se transforme en bouillasse, bon. On se retrouve donc aujourd'hui pour que je puisse vous parler des petits trésors, des petites trouvailles que j'ai faites ces dernières semaines. Forcément, vu qu'on s'approche de Noël, il va y avoir peut-être quelques petites idées à piocher, mais pas que. Comme d'habitude, ça va être un petit fourre-tout qui va aborder tout un tas de sujets, comme d'hab, hein. C'est à la bonne franquette ici. Je commence avec le travail d'une artisane, une créatrice de bijoux, qui fait tout toute seule dans son petit atelier à Marseille. Elle s'appelle Manon. Et Manon, je commence à bien la connaître, et je commence à bien connaître son travail, surtout parce que je suis son travail de près depuis maintenant quelques années, hein, depuis 3-4 ans je dirais, depuis ses débuts. En fait, Manon, elle a un parcours assez atypique puisque elle s'est formée toute seule à la bijouterie. Mais quand je vous dis qu'elle s'est formée, c'est vraiment qu'elle a appris de façon autodidacte les façons de travailler le bijou de manière complètement traditionnelle. Elle a fait ça hyper sérieusement. Les bijoux de Manon, ils sont fabriqués en France sur l'intégralité de leur chaîne de production. Donc vraiment depuis la fonte jusqu'à la dorure, en passant évidemment par toutes les étapes de confection du bijou. Et à nouveau, Manon, elle est artisane. C'est elle qui façonne le bijou, c'est elle qui le produit. Avec ses 10 petits doigts. Oui, c'est aussi beau que ça l'artisanat. Moi, si je suis avec autant d'assiduité le travail de Manon depuis aussi longtemps, c'est vraiment que je considère que ça fait partie des marques qui proposent la meilleure alternative possible. Voilà, dans cette gamme de prix-là, cette qualité-là, si on regarde l'impact, donc à la fois social, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, tout est fabriqué en France et il y a vraiment le travail artisanal derrière, mais aussi environnemental, puisque Manon est depuis le début, et c'est aussi ça qui nous a rapprochés dès le départ, c'est qu'elle fait attention, donc l'or et l'argent qu'elle utilise sont recyclés. L'or est certifié RJC. Je vous parlais justement du label Fairmined dans ma précédente vidéo favori. Le label RJC, il vient également agir sur les bonnes pratiques, autant sociales qu'environnementales, sur l'ensemble de la chaîne de production de l'or. Puisque, à nouveau, je le rappelle ici, c'est une matière avec un impact et social et environnemental énorme. Donc voilà, dans le cas de Manon, l'or qu'elle choisit, il est recyclé et certifié RJC. Donc il y a évidemment toute cette démarche que moi je salue depuis le début et à nouveau que je considère comme l'une des meilleures alternatives aujourd'hui, sincèrement, mais il y a aussi, bien entendu, la beauté de son travail. Puisque là, ce que j'agite là, sans vous le montrer, depuis le début, c'est un collier que j'ai depuis l'année dernière, que je vais vous montrer, que j'adore et qui je trouve représente aussi le travail de Manon, qu'elle veut à la fois brut et c'est-à-dire qu'on sent la patte de l'artisane derrière, et ça je trouve ça trop beau. Ça, c'est-à-dire que aucun des pendentifs ne sera identique puisque c'est pas produit par une machine, c'est produit par à nouveau les 10 doigts de quelqu'un. Ce collier je l'adore, je le trouve vraiment beau, il y a cette petite aspérité, ce petit côté à nouveau artisanal fait à la main que je trouve vraiment beau et qui à nouveau ne peut pas se retrouver sur des bijoux qui sont produits en série. Un bijou que j'ai depuis très longtemps d'elle aussi, c'est cette bague. Vous me demandez d'ailleurs souvent d'où elle vient, parce qu'elle a ces 3 rangs là qui sont hyper impressionnants je trouve et qui se rassemblent avec un petit twist à l'arrière. Je la trouve trop belle et je la porte hyper souvent. Et là je viens de recevoir dans cette petite boîte toute jolie un collier que je trouve tellement beau. Il se porte de façon assez ras du cou et c'est ça que j'aime vraiment chez lui. En plus, évidemment, des petites turquoises qui s'enchaînent tout au long de la chaîne comme ça. Évidemment, ça m'attire puisqu'il y a ce côté océan de la turquoise. Vous l'aurez compris, je fais comme une espèce d'obsession avec l'océan, avec la mer, avec tout ce qui peut faire en sorte que je l'amène tout le temps avec moi. Vous voyez, l'océan. Et le bijou, c'est quand même une belle façon d'apporter l'océan avec soi. Donc évidemment dans ces turquoises, moi j'y vois les différentes nuances de l'océan, avec tous ces
bleu turquoise et bleu plus foncé, il y a un petit peu de fond marin, clairement c'est une pierre que je trouve magnifique. Et c'est un bijou d'une très grande qualité puisque c'est de l'argent qui est doré à l'or 18 carats. Donc vraiment une pièce qui est là pour durer toute la vie finalement. Et à nouveau, c'est de l'argent recyclé, c'est de l'or recyclé et certifié RJC. Manon, elle propose comme ça des collections avec des bijoux qu'elle imagine et qu'elle fabrique elle-même avec ses 10 doigts à nouveau, mais elle propose aussi de fabriquer des bijoux sur mesure. Donc si vous imaginez un bijou, ça peut être pour une grande occasion, genre par exemple une alliance, un bijou à offrir à quelqu'un pour remémorer quelque chose, un bijou même à reproduire à l'identique, je sais pas, le bijou d'une grand-mère qu'on voudrait pouvoir porter ou que sais-je, le bijou qu'on a vu sur telle ou telle célébrité et dont on aimerait s'inspirer, enfin bref, tout et n'importe quoi. Manon, elle est capable en fait et elle propose un service sur mesure. Donc c'est-à-dire que c'est aussi ça qui est beau avec le travail d'artisanat, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec notre idée. Évidemment, je suppose que ça se discute avec Manon, elle peut apporter aussi sa touche à elle, mais c'est vraiment un truc qu'elle sait faire et qu'elle propose et que moi je trouve merveilleux. Franchement, je sais pas, mais je pense à une alliance, je pense à des bijoux qu'on offre, vous savez, ou qu'on s'offre à soi et qui ont quelque chose de très important, un message extrêmement fort. Je trouve ça beau de l'imaginer, ce bijou-là. Voire avec de l'imaginer en collaboration avec une artisane si on se sent pas capable de l'imaginer tout seul. Mais ça prend du sens aussi, je trouve, pour des messages forts comme ça, d'avoir un bijou absolument unique qui a été fait pour nous. J'en profite aussi pour vous dire que Manon, elle vient d'avoir un petit baby et que ça l'a inspirée pour une nouvelle collection qui s'appelle Birthstone. C'est des bijoux qui sont hyper beaux, qui sont aussi marqués par cette patte de l'artisane, vous voyez le côté vraiment brut. Et en même temps, elle a attribué à chaque mois de l'année, donc typiquement de naissance, une pierre. Donc évidemment, chacun est libre de choisir à la fois son métal, donc argent ou or, et la pierre qu'il souhaite, évidemment. Mais je trouve que c'est vraiment une chouette idée, et à nouveau, c'est un bijou qui permet de marquer quelque chose. Et je sais que ma sœur, elle s'est offert des bijoux pour la naissance de ses enfants, et j'ai toujours trouvé que c'était un beau cadeau à se faire, parce que c'est quelque chose qui reste, en fait. Ce bijou, c'est la naissance de ce bébé, c'est l'avoir porté pendant 9 mois, c'est avoir fait le serment de s'en occuper ensuite pour le restant de ses jours. Et j'ai toujours trouvé que c'était une super idée. Voilà, elle s'offrait ce cadeau, mais évidemment que c'est chouette aussi d'offrir un cadeau comme ça à la maman. Bref, je trouvais que c'était une jolie idée. Comme d'hab, bien sûr, je vous mets tous les liens, tout ce dont vous avez besoin dans la barre d'infos. Je continue quand même, si vous avez regardé mon dernier vlog, vous savez déjà, quand vous me voyez manipuler comme ça, ce précieux. Il s'agit du gilet que j'ai trouvé sur Vinted il y a quelques jours à peine. Et je pense que c'est probablement ma plus belle trouvaille d'occasion à ce jour. Et pourtant, j'en ai fait vraiment des très belles des trouvailles. Mais celui-ci, il a vraiment quelque chose de spécial parce que ce gilet, il a été tricoté main. À nouveau, on y revient, voilà, ce travail de... Alors, je pense pas que ce soit une artisane qui ait tricoté ça, parce que c'était pas son métier, elle n'a pas fait son occupation à plein temps, on va dire. Mais il y a eu des heures et des heures de travail sur ce gilet, puisque je vous l'ai montré dans le dernier vlog, mais je vais vous remontrer quelques petits détails là, je peux pas m'empêcher. Mais c'est un gilet, donc déjà, qui est tout plein de belles couleurs d'automne en plus. C'est pile dans ma colorimétrie. Pas toutes les couleurs, mais l'ensemble en fait fait que, vous voyez ce magnifique rouge terracotta là, il est parfait pour moi. Et pareil, ce jaune il est pas si mal aussi. Mais il y a plein de petites scénettes en fait. Vous voyez là c'est un cerisier en fleurs avec une maison à l'arrière. Il y a un magnifique paysage avec une petite bergère et ses moutons. Toutes les tricoteuses à qui je l'ai montré m'ont dit là, il y a vraiment beaucoup de travail. Il y a même quelqu'un qui m'a dit je ne comprends pas que la personne qui ait tricoté ce pull l'ait vendu, qu'elle s'en soit débarrassée. Et moi c'est ça que je trouve beau, c'est toutes ces heures qui ont été passées sur cet ouvrage-là. Et en fait je mesure la valeur qu'il a. En plus évidemment je trouve de le trouver joyeux, et moi il m'apporte énormément de joie, franchement quand je le vois, je sais pas, il m'apporte énormément de gaieté. Mais je mesure aussi le temps qu'il a fallu pour le fabriquer, il a fallu évidemment acheter
toutes les pelotes de laine, de toutes ces couleurs différentes. Et je trouve ça vraiment beau de lui apporter ce second souffle, cette nouvelle vie, de l'emporter avec moi dans mes futures aventures et de l'aimer et le chérir à sa juste valeur. Puisque voilà, c'est sûr que si à un moment donné la personne qui l'a tricoté s'en est défait pour une quelconque raison, c'est que peut-être qu'il traînait dans un coin, peut-être que elle, comme elle l'a tricoté, elle voyait que ses défauts aussi, peut-être qu'elle n'arrivait pas à le considérer dans son ensemble comme une véritable œuvre d'art. Mais moi je peux vous assurer que je vais l'aimer fort fort fort. Je vous expliquais d'ailleurs dans le vlog de la semaine dernière, que je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez, je vous donnais une astuce pour savoir si la maille que vous avez, si c'est de la laine ou du synthétique. Enfin, pas précis, en tout cas, s'il y a une majorité de laine ou une majorité de synthétique. Donc si ça vous intéresse, voilà, la vidéo est en barre d'infos. Puisque bien souvent, quand on achète de l'occasion, du vintage, il y a soit, alors dans ce cas-là évidemment précis, du tricoté main, pas d'étiquette, c'est évident, soit plus d'étiquette. Et donc ça peut être intéressant d'avoir une astuce pour savoir, surtout si on essaye d'éviter au max le synthétique. Mais sinon, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a demandé ce matin, je pensais que tricoter c'était forcément à la main. Non, pas du tout. La majorité des mailles que vous achetez, surtout si le pull vaut moins de 300 €, enfin vraiment à minima, c'est tricoté par des machines. J'étais allée visiter avec David une usine au nord du Portugal de tricotage justement, c'était grâce à Horta qui nous avait ouvert les portes de différents fournisseurs qu'ils avaient dans le nord du Portugal, et c'est vraiment des machines qui tricotent. Alors c'est fou d'imaginer les petites machines bien sérieuses qui font leur tricotage, mais voilà, les mailles qu'on achète, non, l'immense majorité du temps, c'est évidemment pas des individus qui sont sur les mailles, quoi. Vous me demandez aussi très régulièrement comment je fais pour trouver des pépites comme ça sur Vinted, en sachant que Vinted est absolument enseveli sous la fast fashion et l'ultra fast fashion. Vous avez du Shein, du Zara et du H&M et du Mango, grosso modo. Peu importe la recherche que vous faites, vous avez ce genre de choses. Alors évidemment, il y a la recherche par mots-clés. Bien souvent, il faut essayer de chercher ces mots-clés en langue du Nord, donc en suédois, en danois, en finlandais. Il faut essayer de rechercher du vintage en priorité, donc il faut que vintage ce soit dans vos mots-clés. Mais voilà, taper vintage en danois, en suédois, en finlandais, ça permet d'être moins noyé sous la fast fashion et de trouver un peu plus rapidement des vraies pièces vintage. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que dans les pays du Nord, tout simplement, ils sont moins ensevelis par la fast fashion. Je sais pas si je l'explique, je sais pas. Toujours est-il que moi j'ai complètement arrêté de faire de la recherche par mots-clés, sauf évidemment un besoin très précis où je sais exactement ce que je cherche, tel modèle, vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Mais moi sinon j'ai arrêté de faire de la recherche comme ça parce qu'on ne s'en sort plus. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi ma façon de chercher sur Vinted a complètement changé. En fait j'ai trouvé au fil des années des comptes qui ne vendent que des pièces vintage à des prix complètement abordables. Par exemple, ce chef-d'œuvre, il coûtait 25 € pour un gilet tricoté main, quasiment 100% laine. Enfin, franchement, c'est miraculeux. Donc, ce que je fais, c'est que je suis des comptes que j'ai repérés en fait au fil des années. Je me suis abonnée à ces comptes-là et aujourd'hui, je ne fais plus que consulter ces comptes-là. Je regarde de temps en temps les pièces qu'elles rajoutent et parfois, je tombe sur des merveilles comme ça, mais parce que j'ai déjà préalablement choisi les comptes sur lesquels je regarde, quoi. Et dans la barre d'infos, parce que je suis sympa, je vais vous en donner quelques-uns de mes comptes favoris. C'est un petit peu comme révéler son spot à champignons. Alors, faites-en bon usage, ne répandez pas trop le mot, donc je vous fais confiance, je suis sympa quand même, avouez. Je continue encore avec quelque chose extrait du vlog de la semaine dernière, mais écoutez, je ne sais pas ce que vous loupez si vous ne regardez pas les vlogs, il se passe toujours plein de choses dans les vlogs. Il s'agit du lait d'or fait maison. C'est une boisson que moi je fais systématiquement tous les ans, à peu près, mi-novembre c'est bien. En gros, quand le froid commence à s'installer, quand l'automne est vraiment bien arrivé, à nouveau il
vient de neiger à Paris et dans plein d'autres régions de France. Donc voilà, c'est le moment. C'est une boisson qui est surtout à base de curcuma, et le curcuma, c'est une racine aux 1000 vertus, vraiment, anti-inflammatoire, vraiment anti-cancer, antioxydante, ça vient aussi booster l'immunité, enfin bref, c'est vraiment une plante aux 1000 vertus, le curcuma. Et donc, le lait d'or, c'est une petite boisson réconfortante, à la fois donc excellente pour la santé, mais aussi succulente. Je vais pas vous refaire la recette là, je vais vous montrer ça pas à pas dans le vlog de la semaine dernière, mais ce qu'il faut retenir surtout de ses favoris, c'est pas tellement la boisson de lait d'or qui, si, mériterait aussi d'être là, hein, qu'on parle d'elle aujourd'hui, mais c'est avant tout le fait que moi, je fabrique une pâte qui dure 1 mois au frigo. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de vous refaire intégralement la recette. En fait, vous préparez juste votre pâte, franchement, ça dure max 7 minutes à préparer. Et après, vous êtes tranquille pendant 1 mois. Il y a juste à prendre une cuillère à chaque fois, une cuillère à café, mettre ça dans votre tasse, vous mettez l'eau, vous mettez le lait, vous rajoutez un petit peu d'huile de coco, et basta. Je continue avec le travail d'une autre nana dont je soutiens le travail depuis des années et des années et des années. Franchement, si vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez forcément le travail de Lisa, de la marque Azadi. Lisa, c'est un petit peu comme Manon, je la connais et je la soutiens depuis les tout débuts de la marque, mais alors Azadi, ça commence à remonter, puisque c'est à l'époque où j'habitais à Lyon, puisque Lisa habite aussi à Lyon, et c'est là d'ailleurs qu'elle a sa boutique. Donc cette affaire, ça remonte à 2017-2018, donc vous voyez, ça remonte. Lisa, depuis le début, elle se démène contre vents et marées pour produire une mode éthique, équitable, qui ait un réel impact social positif en Inde. Parce que vous savez que l'Inde, c'est un des grands pays textiles du monde, c'est un pays du coup qui souffre énormément du poids de l'industrie textile et de ses dérives, de ce qu'on a imposé aux ouvriers textiles dans ce pays-là, ou au Bangladesh, ou au Pakistan, enfin bref, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes quand même au parfum, hein, quand même. Ce sont des pays qui ont énormément souffert de l'hégémonie totale de l'industrie de la mode et qui pour ça ont accepté des conditions de travail absolument impossibles, des salaires de misère, et qui est entré en fait dans un système de pauvreté duquel on ne peut pas sortir. Parce que pour sortir d'un système comme ça, il faut pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir faire des études, il faut avoir un petit peu d'espace mental pour repenser sa situation. Or, quand on en est à chercher suffisamment à manger pour soi et ses enfants, on n'a pas cet espace mental pour juste se sortir de la misère. Et donc clairement, depuis le début, même si la relocalisation a le vent en poupe, même si on parle beaucoup du Made in France, et bien sûr que c'est 2 modèles à soutenir, puisque c'est 2 modèles qui doivent avancer de front, mais il faut pas oublier aussi toutes ces populations qui ont été dominées ces 50 dernières années, qui se sont pliées aux caprices de l'industrie en termes de délai, en termes de coûts, et c'est en ça que le commerce équitable a vraiment toute son importance. C'est ok, c'est bien de relocaliser, ok, c'est bien peut-être de fonctionner à plus petite échelle quand on parle de production, même si pourquoi pas, voilà, pour certains savoir-faire vraiment très particuliers et ancestrales, pourquoi pas évidemment faire appel à certaines cultures, à certains savoir-faire qui sont traditionnels, mais avant de tout relocaliser, avant de fermer la porte, il faut quand même s'assurer que les populations qu'on a asservies pendant aussi longtemps, elles se retrouvent pas en pleine crise économique parce qu'on est en train de partir, et c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu en train de se dérouler sous nos yeux au Bangladesh. Les travaux sur le plafond ont repris, désolé si ça fait toc-toc, Bon, et bien j'en reviens à Lisa, à son travail, à Azadi. Non, mais parce que les digressions, ça nous connaît ici. Lisa, elle travaille depuis le tout début avec une toute petite ONG. Elle aurait pu faire le choix de travailler avec des grosses ONG déjà bien installées en Inde. Ça aurait été certainement plus facile, comme elle le dit, parce que tout est déjà cadré, tout est déjà sur les rails. Elle a choisi de travailler avec une petite ONG qui soutient le travail des artisans là-bas en Inde. C'est une ONG qui forme les gens, qui leur donne un véritable savoir-faire, c'est-à-dire quelque chose qui va leur permettre de gagner en indépendance, et qui leur donne notamment le savoir-faire du textile, de la couture, de la découpe, de la teinture. Donc voilà, ça c'est le cœur de la démarche de Lisa, mais Lisa, c'est pas que ça. Elle utilise aussi du coton bio, il y a aussi toute une recherche qui est faite sur les teintures. C'est des teintures qui sont végétales, qui sont naturelles et qui sont surtout aussi
traditionnelles. Donc c'est des couleurs qui sont obtenues à base de plantes, à base de décoction. C'est des imprimés qui sont faits manuellement avec des blocs de bois. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils peignent leur tampon et ensuite ils apposent la couleur sur le tissu. Et c'est pour ça, voilà, qu'on se retrouve avec des imprimés de fou. Moi je trouve que c'est ça qui fait la vraie force d'Azadi, évidemment avec toute la démarche qu'il y a derrière, c'est que c'est beau, c'est sublime même. Et moi aujourd'hui, je voulais vous parler du linge de lit. Parce que oui, Azadi fait du linge de lit. Et je me dis que ça peut être aussi un chouette cadeau de Noël. C'est donc du coton bio, c'est un coton qui est hyper épais, donc vraiment de super qualité. Il y a différents motifs, on peut choisir de tout dépareiller. Je sais qu'elle a fait des lots justement. Donc voilà, il y a des petits formats de coussins comme ça qu'on peut mettre sur le canapé. Il y a différentes couleurs, on peut faire différents assortis. Mais il y a aussi du linge de lit, donc ça c'est un immense oreiller. Regardez comme c'est beau. Franchement, Moi, je suis vraiment une fan des imprimés d'Azadi. Et surtout, à nouveau, parce que j'en mesure la valeur, parce que je sais la démarche qu'il y a derrière, parce que je sais comment c'est fait, parce que je connais l'impact positif que ça défend. Enfin, voilà, c'est beau dans tous les sens du terme, on peut dire. Et la housse de couette, pour venir apporter un petit peu des couleurs de l'Inde sur votre lit. C'est trop beau. Je sais que Lisa vient de baisser le prix de son linge de maison parce qu'elle a des difficultés à le vendre. Or, comme c'est une petite marque, voilà, elle peut pas se permettre d'avoir trop de stock. Hein. C'est un petit peu l'histoire des petites marques qui vivent avec des marges ultra réduites pour proposer des prix les plus justes possibles. Donc voilà, je sais que elle vient de baisser le prix de son linge de maison et je sais aussi qu'elle propose des paiements 3 fois sans frais, si jamais ça peut aider. J'ai aussi, moi, de mon côté, et depuis plusieurs années, un code que je vous écrirai là, que je vous remets de toute manière dans la barre d'infos, mais voilà, Lisa, elle m'a permis d'avoir un code il y a de ça quelques années, il est tout le temps valable, il est tout le temps disponible, donc si jamais un jour vous avez besoin de quelque chose chez Azadi, voilà, c'est dispo. Je continue avec une série britannique, puisque voilà, moi j'ai l'impression que toutes mes séries préférées sont britanniques. C'est comme ça. On a regardé que la première saison pour l'instant, mais vraiment bonbon. Enfin bonbon, non, c'est peut-être pas trop le terme. C'est quand même... Non. Attendez, je retire le bonbon, faut pas dire ça. C'est génial, mais c'est pas bonbon, parce que c'est quand même un peu stressant, quoi. Ça s'appelle Slow Horses, et en fait le pitch, c'est les nulos du MI6, donc vous savez, les services de renseignement anglais. C'est les nulos du MI6 qui se retrouvent dans une section un peu à part, donc qu'on appelle les Slow Horses, et qu'on a mis un petit peu au placard justement parce que ils sont un petit peu nulos. Mais ça reste évidemment des espions qui travaillent pour le gouvernement, ils ont été formés, ils sont certainement au courant de plein de choses, donc voilà, on les licencie pas, ça se passe pas comme ça, on les met au placard. Donc on leur donne en général des missions nulles, et c'est un petit peu la risée surtout des services de renseignement. C'est un petit peu fais gaffe, sinon tu vas terminer là-bas, quoi. Nous, on est au cœur des Slow Horses, et on s'aperçoit vite que le personnage principal qu'on suit, il est pas si nul que ça. Bien au contraire. Mais cette petite équipe des Slow Horses, ils sont tous très attachants. Leur chef, c'est Gary Oldman, qui est un acteur incroyable et qui joue à la perfection ce rôle de mec complètement blasé de se retrouver chef des nulos, vraiment. On s'attache beaucoup à ces personnages. Il y a évidemment une réelle intrigue, hein. C'est un milieu d'espions, donc il y a du suspense, hein, il y a des vies humaines en jeu quand même, les gars. Donc voilà, vraiment très cool. On a regardé que la saison 1, mais j'ai hâte de commencer les saisons d'après. Je continue sur les séries. On s'est fait complètement avoir par Downton Abbey. Je vous dis qu'on s'est fait avoir parce que j'en avais entendu beaucoup parler de Downton Abbey, mais sans savoir si c'était en bien, si c'était en mal. Bref, j'en avais juste entendu beaucoup parler, et d'ailleurs j'étais pas la seule. Parce qu'en fait on a commencé à regarder cette série, on était en famille, c'est qu'en octobre on a fait un petit séjour en France, donc on a commencé à regarder cette série avec mes parents, avec mon petit frère. Et si je vous dis qu'on s'est fait avoir, c'est parce que c'est pas génial. Franchement, non, je peux pas dire ça. Je trouve que l'action est vraiment extrêmement lente. Vraiment, c'est long. Il y a en plus, moi, des relations entre certains personnages auxquels... alors que je crois qu'on
On a regardé les 2 premières saisons ou les 3 premières saisons, et il y a encore des relations entre certains personnages auxquels moi j'arrive pas à croire, j'arrive pas à accorder de crédit à cette relation-là. Donc bon, c'est que quelque part dans le scénario, dans l'écriture ou dans la performance des acteurs, je ne sais pas, bah voilà, il y a des petits couacs. Mais pour autant, bah moi j'ai envie de continuer. Je pense à ces personnages très régulièrement et j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Le pitch, c'est quoi? Ça se passe encore en Angleterre, on se trouve au début du XXe siècle, dans une espèce d'incroyable château, vraiment le lieu est extraordinaire. Ça par contre, voilà, le château est magnifique. Et donc c'est l'histoire d'une famille issue de l'aristocratie, donc qui vit dans ce château-là, avec tout le personnel qui vit avec eux, puisque c'est le début du XXe siècle, il y a encore des valets de chambre, il y a encore des valets de pied, il y a évidemment les cuisines, enfin bref, il y a beaucoup de personnel, je dirais une quinzaine de personnes au moins, qui travaillent toute l'année pour Downton Abbey, et on comprend vite que c'est une véritable famille, puisque c'est des gens qui vivent tout ensemble, et puis on s'aperçoit même que la famille d'aristocrates qui y vit prend soin de cette famille-là aussi, du personnel. Et donc il y a des petites intrigues pour savoir qui va hériter, pour savoir qui va se marier avec qui, ça se passe à la fois du côté de la famille aristocratique et à la fois dans les cuisines. Il y a plein de petites histoires qui se jouent comme ça. Il y a des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont vraiment ultra incarnés, ultra colorés, des personnages auxquels on tient. On y retrouve évidemment la grand-mère, jouée par Maggie Smith, donc l'actrice qui jouait McGonagall dans Harry Potter. Ça fait partie clairement des personnages emblématiques de cette série. Et bon voilà, on s'est fait complètement prendre et je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, parce qu'à nouveau moi je trouve qu'il y a des faiblesses dans cette série-là, mais pour autant, on s'y accroche. Et ça tient à quelques personnages, à quelques intrigues. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé Downton Abbey. Vraiment, je sais pas sur quel pied danser. Je finis avec 2 favoris beauté. Le premier dont je vous ai peut-être déjà parlé parce que c'est un favori de toujours, hein, vraiment. La crème Bodyguard de Olution, je saurais pas vous dire depuis combien de temps je l'utilise, mais je sais pas, 5-6 ans. Je la ressors systématiquement dès que l'hiver, dès que le froid commence à pointer son nez, et c'est un bonheur absolu. Alors j'essaye, j'en essaye d'autres de temps en temps, mais il n'y a rien de plus chiant, pardonnez-moi, que d'ouvrir une crème hydratante qui va durer des mois, franchement, mais c'est le produit cosmétique que je mets le plus de temps à terminer quand elle vous convient pas parfaitement. Et moi je suis assez exigeante sur les crèmes hydratantes pour le corps, parce qu'il faut que ce soit de 1 ultra nourrissant, parce que moi j'ai une peau de nature sèche, donc vraiment elle a besoin d'aide, surtout quand il fait froid, mais en même temps faut pas que ça colle, évidemment. Et il faut aussi qu'il y ait un chouette parfum, ça pour moi c'est hyper important, vraiment. Il faut que la texture soit sympa, enfin vraiment j'ai beaucoup d'exigences et il y a très peu, je sais même pas si je peux vous citer une autre crème hydratante pour le corps qui me plaise. Je suis même pas sûre. Et vraiment, mais je la sniffe, ça sent trop bon. C'est une espèce de chantilly un peu épaisse comme ça, mais en même temps qui pénètre bien. Enfin bref, vraiment je l'adore. Et en plus de ça, il y a, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être. Ils ont changé le packaging et alors là, alléluia, parce que avant ça, c'était dans un tube à presser et on était sur une chantilly assez épaisse, comme je vous dis, c'était une galère sans nom, mais malgré ça, malgré ces soucis de packaging, je continuais quand même à l'utiliser. Malgré ça, c'était quand même mon best sur le podium des crèmes pour le corps, c'est pour vous dire. Et là, ils ont eu la chouette idée quand même de le mettre dans un pot et c'est quand même bien mieux. Comme d'habitude avec Olution, on est sur des soins qui sont 100% d'origine naturelle, ça c'est vraiment un claim ultra important pour la marque. On est aussi sur des compositions qui sont ultra giga, méga riche en actifs. Et je pense que si vous me suivez depuis des années, vous savez que ça fait vraiment partie de mes marques de soins, vraiment tout confondu, préférées. Et par exemple, pour le visage, leur crème All Again, c'est celle que je mets en top 1 sur mon podium. Et pourtant, j'en ai testé plein, et pourtant, j'en aime plein. Il y a plein d'autres crèmes pour le visage qui plaisent à ma peau, mais la All Again, vraiment, c'est... je sais pas comment vous dire en fait, j'ai vraiment l'impression que ma peau a exactement ce qu'il lui faut. Bref, si vous cherchez une crème pour le corps, que vous avez comme moi une nature assez sèche, the best. Et je termine avec un produit pour les lèvres. Il ne me semble pas vous en avoir déjà parlé,
Je pense pas. Je sais que j'avais voulu en parler dans des précédentes vidéos favoris, mais que j'avais jugé que j'avais suffisamment parlé dans les vidéos, donc à chaque fois je me disais bon bah dans la vidéo d'après, mais je crois pas l'avoir fait finalement. Il s'agit de je pense qu'on peut dire que c'est un rouge à lèvres, de la marque Kosas. Attendez, je vais regarder comment ils appellent ça. Ouais non, ils appellent ça un brillant à lèvres. Ouais, je comprends ce qu'ils veulent dire. Pour tout vous dire, pendant des années, j'ai porté le même gloss de chez Madara, teinte magnétique nude, et il se trouve qu'ils sont en train de l'arrêter. Alors je crois pas qu'ils arrêtent de faire leur gloss, hein. Ils arrêtent cette teinte-là, qui était pour moi la teinte absolument parfaite. À chaque fois que je partais pour des grandes aventures, des grandes épopées, que je décidais de prendre zéro make-up, je prenais quand même toujours ce gloss-là, parce que c'était vraiment... Je sais pas, c'était exactement le rendu que je voulais, autant d'un point de vue de la couleur, que d'un point de vue de la texture, que d'un point de vue de la tenue, du soin apporté sur les lèvres, c'était vraiment... Enfin bref, c'était mon produit chouchou quoi. Mais voilà, Tipa qu'ils sont en train de l'arrêter. Voilà. Donc dans une vidéo favori précédente, je vous ai parlé de celui-ci là. C'est un rouge à lèvres RMS, et d'ailleurs je crois pas qu'ils appellent ça non plus rouge à lèvres, mais ils sont un peu enquiquinants, non, à pas appeler ça des rouges à lèvres. Attendez. Ils appellent ça... Ah si, non mais je suis mauvaise langue, ils appellent bien ça un rouge à lèvres. Rouge à lèvres sérum. Donc pareil, c'est une belle découverte que j'ai faite parce que je suis en train d'essayer de trouver des remplaçants, hein. Je sais pas si j'ai été claire là-dessus. Ce rouge à lèvres RMS, c'est une très belle découverte, surtout pour la tenue. Moi vraiment je n'avais jamais eu, parce qu'évidemment on est sur des compositions qui sont clean, donc moi je n'avais jamais eu une tenue pareille, mais bon RMS ils sont toujours là, hein. Au niveau maquillage, composition clean, vraiment si vous cherchez du rendu professionnel, RMS c'est vraiment loin au-dessus, enfin selon moi en tout cas. Donc voilà, tenue de fou, ça n'assèche pas du tout les lèvres malgré la tenue, parce qu'en général bah voilà, c'est un petit peu, faut trouver le compromis entre les deux. Là moi je trouve que ça n'assèche pas les lèvres, et à nouveau je suis quelqu'un avec une nature sèche, et dès que je mets quelque chose d'asséchant sur les lèvres, je le ressens pendant 5 jours après. Là pas du tout, et la couleur est ultra jolie, enfin c'est un rouge parfait. Moi c'est la teinte Audrey que j'ai pris, qui est donc un vrai rouge, et moi je porte pas du rouge au quotidien. J'en porte de plus en plus en vieillissant, je me rends compte qu'en fait, on prend en assurance hein, quand on prend de l'âge, franchement. Ça a des bons côtés de vieillir. Mais je cherchais quand même une couleur un petit peu plus passe-partout que je puisse porter tous les jours pour remplacer ce fameux gloss en fait. Et j'ai jeté mon dévolu sur donc comment ils appelaient ça ? Un brillant à lèvres, hein. Un brillant à lèvres de chez Kosas, donc en teinte Sunset Simmer. Et donc c'est un violet, un peu bois de rose, qui est assez foncé sur mes lèvres, mais je crois que j'aime assez le rendu. Et en fait, s'ils appellent ça brillant à lèvres, c'est parce que ça n'a pas du tout ce côté rouge à lèvres, là, comme le RMS. C'est-à-dire, il n'y a pas l'opacité comme ça. C'est plus, ça va en plus chercher l'effet du gloss. Il y a vraiment quelque chose d'assez crémeux, d'ultra crémeux en réalité, c'est vraiment hyper agréable à porter, à mettre et à porter. Il y a presque un côté baume à lèvres, dans le sens aussi où ça vient apporter de l'hydratation, je le sens. Il y a vraiment ce côté baume à lèvres, mais baume à lèvres bien teinté quand même, hein. On est plus sur un rouge à lèvres que sur un baume à lèvres. Mais en même temps, pas tant que ça, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre sans miroir. Vous voyez, il n'y a pas le côté opaque où si vous vous plantez, c'est un peu fichu. Là, vous pouvez éventuellement faire hop, 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 comme ça, et c'est bon. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, pour moi, ça vient aussi indiquer la facilité de le porter, c'est-à-dire ce genre de produit où vous n'avez pas besoin de vérifier que vous n'avez pas bavé, vous en avez pas mis partout. C'est un peu le genre de produit que vous pouvez avoir dans votre sac à main, ou juste vous avez envie d'avoir quelque chose sur les lèvres, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'y consacrer du temps à le poser, hop, ça devient un peu un truc réflexe, un petit peu justement ce que je cherchais pour remplacer mon fameux gloss. Il y a plein de teintes en plus, et voilà, à nouveau, grande découverte, donc que j'ai depuis plusieurs mois, vous l'aurez compris, parce que je ne fais que reporter de vidéos favoris en vidéos favoris. Là maintenant, c'est bon, vous êtes au courant. Ça va faire plusieurs mois que je l'utilise, plusieurs mois aussi d'ailleurs que je reçois de temps en temps des commentaires me demandant ce que c'est, ce rose-là. Et bien c'est celui-ci, et évidemment,
comme je suis quelqu'un de très organisé, ce n'est pas celui que je porte le jour où je vous en parle. Voilà, j'en ai enfin terminé avec cette vidéo favori. J'espère que vous aurez fait de jolies découvertes. Comme d'hab, vous, si vous avez fait des trouvailles ces dernières semaines, ces derniers mois, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires, d'autant plus que, à nouveau, c'est bientôt Noël, on va tous avoir la lourde tâche d'offrir de beaux cadeaux éthiques et responsables, et surtout dont les personnes à qui on va les offrir vont avoir besoin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez repéré des petites marques, des artisans, des petits projets à défendre, n'hésitez pas à nous parler de ça dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous propose de mettre un emoji rouge à lèvres. Celui-là, je sais qu'il existe. Je continue à vous donner des petits emojis à vous donner en fin de vidéo parce que je sais, vous êtes plein à me le dire, que ça vous fait plaisir de pouvoir laisser un commentaire mais que vous n'avez pas toujours quelque chose à dire en fait. Donc voilà, si ça peut vous aider, juste à manifester votre présence, le fait que vous avez été là jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.